À 48 années-lumière d'ici, un filet de gaz s'échappe lentement d'une planète rocheuse. Ce signal, presque insignifiant sur le papier, vient peut-être de répondre à l'une des questions les plus anciennes de la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Une planète semblable à la Terre, installée dans la zone habitable d'une autre étoile, peut-elle vraiment conserver une atmosphère? Jusqu'à cet été, personne ne le savait avec certitude. En juillet 2026, une équipe du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian publie dans la revue Science la toute première détection d'une atmosphère autour d'une planète rocheuse située dans la zone habitable d'une autre étoile. La planète s'appelle LHS 1140b. Elle tourne autour d'une naine rouge, découverte dès 2017. Mais, jusqu'à présent, personne n'avait réussi à prouver qu'elle possédait la moindre enveloppe gazeuse. Elle aurait très bien pu n'être qu'un caillou nu, exposé directement au vide. Pour comprendre pourquoi cette question est restée sans réponse aussi longtemps, il faut d'abord clarifier ce que veut vraiment dire l'expression « zone habitable ». Elle ne décrit pas un monde accueillant. Elle décrit simplement une distance à laquelle l'énergie reçue de l'étoile rend, en théorie, possible la présence d'eau liquide. Rien de plus. La Terre, Vénus et Mars occupent des distances relativement proches du Soleil. Et pourtant leurs climats n'ont rien à voir. Vénus est piégée sous une atmosphère de dioxyde de carbone extrêmement dense, cuit à plus de 450 degrés. Mars, avec une atmosphère beaucoup trop fine, ne parvient plus à retenir la moindre trace d'eau liquide en surface. Être bien placé ne suffit pas. Il faut aussi, et surtout, conserver une atmosphère. Et c'est précisément là que le cas des naines rouges devient intéressant et inquiétant à la fois. Ce sont les étoiles les plus communes de la Voie lactée. Si leurs planètes rocheuses pouvaient garder une atmosphère, le nombre de mondes potentiellement intéressants dans la galaxie exploserait. Mais les naines rouges ont un défaut de jeunesse. Dans leurs premiers millions d'années, elles peuvent émettre des rayons X et des ultraviolets extrêmement intenses, capables d'arracher progressivement les couches gazeuses des planètes trop proches. La question qui planait depuis des années était simple à formuler, mais terriblement difficile à trancher. Les planètes rocheuses autour de ces étoiles survivent-elles à ce bombardement ou finissent-elles systématiquement à nu? LHS 1140b est un bon candidat pour tester cette question. C'est une super-Terre. Environ 1,73 fois le rayon de notre planète et près de 5,6 fois sa masse. Elle reçoit environ 42% de l'énergie que la Terre reçoit du Soleil, pour une température proche de moins 47 degrés. Sa densité intriguait déjà les chercheurs. Trop dense pour être un mini-Neptune, trop légère pour n'être qu'un bloc de roche. Une des pistes envisagées, sans être confirmée, est que la planète contienne une proportion significative d'eau, peut-être jusqu'à 1/10 de sa masse totale. Mais tant qu'aucune atmosphère n'avait été détectée, toutes ces hypothèses sur sa composition restaient suspendues dans le vide. C'est là qu'intervient Colin Cherubim, chercheur à Harvard. Plutôt que de chercher au hasard un gaz après l'autre, il construit un modèle théorique. Sa logique est simple. Sur une planète aussi irradiée, l'hydrogène, le gaz le plus léger, devrait s'échapper plus vite que l'hélium. Le résultat attendu était clair. Une atmosphère survivante finirait, avec le temps, enrichie en hélium sur ses couches les plus hautes, un gaz qui s'échapperait peu à peu vers l'espace. Ce modèle donnait à l'équipe une cible précise à chercher, plutôt qu'une liste de gaz pris au hasard. Pour la traquer, les chercheurs utilisent le télescope Magellan Clay, installé à l'observatoire de Las Campanas, au Chili. Un site choisi pour son altitude et son air particulièrement sec. Son miroir mesure 6,5 mètres, exactement la même taille que celui de James Webb. Mais l'instrument clé ici, c'est WINERED.
un spectrographe capable de décomposer la lumière avec une précision redoutable dans l'infrarouge proche. La technique employée s'appelle la spectroscopie de l'hélium métastable. Quand les rayons X et les ultraviolets de l'étoile excitent les atomes d'hélium dans la haute atmosphère de la planète, ces atomes absorbent la lumière stellaire à une longueur d'onde très précise, autour de 10 833 angstroms, au moment où la planète passe devant son étoile. Le 23 septembre 2024, une occasion rare se présente. Les deux planètes connues du système, LHS 1140b et LHS 1140cc, passent devant leur étoile la même nuit, à seulement 39 minutes d'intervalle. Pendant 6 heures et demie, l'équipe collecte 70 spectres. Et le résultat tombe. Une absorption nette d'hélium pendant le passage de LHS 1140b. Rien de comparable pour LHS 1140c, la seconde planète du système, plus petite et bien plus irradiée. Cette comparaison directe entre deux mondes observés au même moment avec le même instrument renforce considérablement la confiance dans le signal. Si le problème venait de l'étoile elle-même, de l'atmosphère terrestre ou de l'appareil, les deux planètes auraient dû montrer le même effet. Seul LHS 1140b présente la signature. L'interprétation la plus cohérente est qu'un peu d'hydrogène de la haute atmosphère s'est déjà échappé au fil du temps, laissant derrière lui une couche plus riche en hélium, en fuite lente vers l'espace. Cette perte ne signifie pas que l'atmosphère est en train de disparaître à toute vitesse. Elle indique simplement une érosion progressive dans ses régions les plus hautes. Exactement le genre de phénomène que le modèle de Chérubim avait anticipé. Les modèles associés à cette découverte penchent aussi, sans le prouver, vers un intérieur riche en eau, plutôt qu'un noyau totalement sec, entouré d'une atmosphère épaisse. Mais rien dans ce signal d'hélium précis ne renseigne directement sur les couches profondes de l'atmosphère, ni sur l'eau, le dioxyde de carbone ou l'oxygène qui pourrait s'y trouver. Et puis vient un rebondissement qui rend cette histoire encore plus intéressante. 1 an plus tard, en 2025, l'équipe retourne observer le même système pour confirmer sa découverte. Cette fois, aucune absorption d'hélium n'apparaît. Chérubim lui-même reconnaît avoir été pris de court au point de reprendre entièrement l'analyse des données de 2024 pour vérifier qu'aucune erreur ne s'y était glissée. Le signal original tient bon statistiquement. Mais cette absence, 1 an plus tard, devient elle-même une partie du problème scientifique. Plusieurs pistes sont actuellement envisagées, sans qu'aucune ne soit tranchée. Il est possible que l'activité de l'étoile varie dans le temps, modifiant la quantité de rayonnement capable d'exciter l'hélium. Il est aussi possible que le nuage de gaz en fuite change de taille ou de forme selon les périodes, ou qu'il s'étire en une traînée allongée qui n'intercepte la lumière de l'étoile que sous certains angles d'observation précis. Pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses de travail, qui devront être testées par de nouvelles observations, réparties sur plusieurs années. Alors, concrètement, qu'est-ce que cette découverte change vraiment? Elle ne prouve ni océan, ni climat tempéré, ni vie. Ce n'est pas non plus une biosignature. Personne n'a détecté le moindre gaz associé à un processus biologique. Ce que cette détection règle, en revanche, c'est une question bien plus fondamentale, presque un préalable à toutes les autres. Une planète rocheuse, installée dans la zone habitable d'une naine rouge, peut effectivement conserver une atmosphère, potentiellement pendant des milliards d'années. Ce n'était pas garanti. Et comme les naines rouges représentent la grande majorité des étoiles de la galaxie. Cette seule confirmation multiplie considérablement le nombre de mondes qui méritent désormais d'être examinés de plus près. Ce que cette découverte ne fait pas, c'est répondre à tout le reste. La couche détectée se trouve tout en haut de l'atmosphère, ténue et en train de s'échapper. En dessous, tout reste à découvrir. La pression, la température réelle en surface, la composition des couches profondes. Personne ne sait aujourd'hui
si LHS 1140b cache un immense océan sous des kilomètres de glace comprimée, une surface rocheuse enveloppée d'un air dense ou un environnement totalement différent de tout ce qu'on connaît dans notre propre système solaire. James Webb doit prendre le relais dans les mois à venir, pour tenter de sonder ces couches plus profondes et chercher d'autres gaz, comme la vapeur d'eau ou le dioxyde de carbone. LHS 1140b n'était, jusqu'à récemment, qu'une série de chiffres. Une masse, un rayon, une orbite. Elle a désormais quelque chose de plus. Une atmosphère réelle, détectée non pas par ce qu'elle émet, mais par la minuscule portion de lumière stellaire qu'elle a discrètement retirée. La vraie question n'est plus de savoir si cette planète a un peu d'air autour d'elle. On le sait maintenant. La question, c'est de savoir ce que cet air cache encore et pourquoi il a semblé disparaître, ne serait-ce qu'un an plus tard, sous les yeux même des chercheurs qui venaient de le trouver. Cette question ne restera sans doute pas sans réponse trop longtemps. James Webb doit déjà revenir observer LHS 1140b pour tenter de sonder ce qui se cache sous cette fine couche d'hélium en fuite. De la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, peut-être un peu d'oxygène. Rien de tout cela n'est garanti, et chaque molécule détectée devra, comme l'hélium avant elle, être confirmée sur plusieurs transits avant d'être retenue comme réelle. Au sol, un instrument encore plus puissant se prépare, l'Extremely Large Telescope. En construction au Chili, doit ouvrir avec un miroir de près de 39 mètres, presque 6 fois le diamètre de celui de Magellan-Clay. Il pourrait, dans les années à venir, capter des signaux bien plus discrets, sur des mondes bien plus difficiles d'accès. Mais une seule planète ne suffit jamais à répondre à une question aussi vaste. LHS 1140b n'est peut-être qu'une exception, un cas où tout a joué en sa faveur. Une étoile relativement calme, une masse suffisante pour retenir ses gaz malgré le bombardement stellaire. Ou alors, c'est peut-être la première d'une longue série encore invisible. La seule manière de le savoir sera de chercher le même signal, dans les mêmes conditions, autour d'autres naines rouges, et de voir s'il réapparaît ailleurs. En attendant, LHS 1140b continue de tourner à 48 années-lumière d'ici, autour d'une étoile plus petite et plus froide que le Soleil. Son atmosphère fuit doucement vers l'espace, comme elle le fait peut-être depuis des milliards d'années. Et quelque part dans ce filet de gaz presque invisible se cache encore la réponse à une question que personne, avant cet été, ne pouvait même commencer à poser. Ce monde a-t-il vraiment quelque chose à nous apprendre sur notre propre place dans l'univers ?